Bonjour à tous, cette musique c'est celle de Prokofiev, nous sommes en 1938 en URSS et voilà ce que peuvent entendre un certain nombre de Russes. Or en 1938 comme en 1937 il se passe un certain nombre de choses qu'on connaît maintenant de mieux en mieux grâce à un certain nombre de spécialistes et d'historiens et notamment Nicolas Werth qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas Werth. Bonjour. Et justement vous avez participé avec un certain nombre, on va le dire, à la fois de témoins, en même temps d'historiens, de journalistes, à, je dirais, une œuvre absolument extraordinaire qui est parue chez un petit éditeur suisse, noir sur blanc, l'éditeur s'appelle, et c'est un très beau texte. Alors j'ose pas dire que c'est un objet esthétique, parce que vu le sujet, ça serait peut-être un peu déplacé, ça s'appelle La Grande Terreur en URSS, 1937-1938. Alors, d'abord, pour commencer cette émission, on va essayer d'un peu t'expliquer quel est ce projet, parce que malheureusement, on ne le voit pas, on est à la radio. C'est d'abord un volume, alors avec des textes, mais aussi avec des photos. Je voudrais qu'on commence par là. Quelles sont ces photos qu'on trouve, qui sont absolument splendides dans ce livre ? Oui, il faut savoir que le maître d'œuvre de ce livre est un grand photographe polonais, mais aussi militant de la première heure au fond de Solidarność, et qui s'appelle Tomasz Kiszny, qui nous avait déjà, il y a 10 ans, donné un très beau livre sur le goulag. Il était allé sur la plupart des lieux. Il avait fait donc un très beau livre de photos qui était paru aussi dans une petite maison d'édition qui s'appelle l'Acropole en 2003. Et cette fois-ci, donc, Tomasz Kiszny a voulu faire un livre mémorial, un livre de mémoire sur la Grande Terreur, sur les 750 000 fusillés de la Grande Terreur. Et donc, il a eu cette idée d'aller dans les archives pour essayer de retrouver d'abord des visages, c'est-à-dire des photos de police, des fiches de police qui étaient prises au moment de l'arrestation, mais aussi très souvent peu de temps avant l'exécution des condamnés à mort, parce que une des obsessions de cette bureaucratie du crime et du meurtre de masse, c'était que on exécute bien la bonne personne. Il faut dire, il y en avait tellement qu'il ne fallait pas se tromper. Voilà, ça, Et donc, dans les archives de la police politique, dont une partie est conservée dans l'association, l'ONG Mémorial à Moscou, on trouve des milliers de ces photos extraordinaires au fond, des condamnés à mort. Mais qui comparaient avec quoi ? Vous dites, on ne voulait pas se tromper, on les comparait avec les photos qui existaient avant ? Non, au moment de l'exécution, il était bien précisé qu'il fallait avoir la photo du condamné et la comparer avec la personne qu'on avait devant soi. Voilà, parce que c'était des listes, on exécutait par centaines et centaines chaque nuit, chaque soir, et donc il fallait pas se tromper, et donc au fond il fallait que le travail soit bien fait, proprement, et le seul équivalent que je connaisse, ce sont ces photos dans le terrible centre de torture et d'exécution S21 de Tuolsleng chez les Khmers rouges, où on a aussi retrouvé des dizaines, des milliers et des milliers de photos de suppliciés. Alors ce qui est extraordinaire dans ces photos, avant qu'on continue sur ce sujet, c'est que quand on les regarde, et j'espère que beaucoup de gens achèteront ce livre et regarderont, c'est qu'il y a toutes les expressions. C'est ce qui est assez extraordinaire dans ce livre, bon, encore une fois, qui est très beau, c'est malheureux à dire, mais c'est qu'on retrouve toutes les expressions, en quelque sorte, humaines, face à ce qui va se passer, parce que vous le dites très bien. Alors, on a la photo, puis les personnes sont arrêtées, jugées quelques semaines après, et puis on les condamne, et puis exécutées le jour même, l'heure même. Enfin, en général, c'est 2 ou 3 jours après, ou le jour même, mais très peu de temps entre le moment où la photo est prise, il y a l'exécution, et donc, il y a des gens qui sont stupéfaits, en colère, il y en a quelques-uns, mais peu, certains, apparemment, qui ne comprennent rien de ce qui leur arrive. C'est peut-être le cas le plus, à mon avis, complet. Oui, parce que tout ceci était, et c'était ça la grande particularité de ces exécutions de masse, c'est que tout ça a été fait dans le plus grand secret. Et au fond, non seulement les
proches n'étaient pas avertis de la sentence, jamais. On disait, votre proche a été condamné, s'ils arrivaient à obtenir l'information, à 10 ans de camp sans droit de correspondance. Ça voulait dire en fait peine de mort, mais les gens ne le savaient pas. Mais même les condamnés à mort, on ne leur annonçait pas la sentence. Ils n'apprenaient la réalité que vraiment au moment où, à quelques minutes avant, lorsque entravés, on allait leur tirer une balle dans la nuque, on les amenait au bord d'une fosse d'exécution. Et voilà. Et donc on a la sidération très souvent. C'est ça. Ils comprennent pas. En fait. Ils comprennent pas. Alors soit au moment de l'arrestation, soit très nombreuses photos ont été prises justement très peu de temps avant l'exécution, en tout cas au moment où on voit que certains ont déjà été torturés, ils ont donc des plaies, et voilà. C'est la photo de la une du livre d'ailleurs, qu'on ne peut pas voir bien sûr, mais qui est une espèce d'état de sidération, de colère, d'incompréhension. D'incompréhension, parce qu'en plus, ils ne comprenaient pas trop ce qui leur arrivait, puisqu'à la différence, si vous voulez, c'est la grande différence, au fond, avec les crimes nazis, c'est que, la plupart des gens qui étaient assassinés par les nazis, malgré tout, savaient pourquoi ils allaient être exécutés, que ce soit pour des raisons raciales ou pour des raisons politiques. Tandis que là, c'est beaucoup plus compliqué. La Grande Terreur, c'est une opération de prophylaxie, de nettoyage social, mais les gens ne savaient pas exactement sur quels critères, pourquoi, ils avaient été saisis et... Alors, je reviens sur la notion de secret qui me paraît capitale dans tout le livre. Parce que, comment a-t-on pu... Parce que, finalement, la question qu'on se pose, c'est un peu comme pour tous les crimes de masse, c'est qui savait, comment, où, on va en parler tout à l'heure, il y a la question des lieux qu'on retrouve ou qu'on retrouve pas. Comment peut-on maintenir cette espèce de secret énorme? Parce qu'il semble, vous le dites dans votre texte, et d'autres le disent, il semble qu'on ait très peu de personnes qui étaient au courant, véritablement, jusqu'au bout, si j'ose dire, de cette opération. Voilà. La Grande Terreur a deux faces. Il y avait la face publique, c'était les grands procès, c'était les... Alors on en parlera aussi, ça, on en parlera, mais ça, c'est vraiment la face secrète de la Grande Terreur, c'est-à-dire qu'il y avait les grands procès d'un côté, avec une certaine catégorie de gens, les cadres, les militaires, tout ce qu'on savait jusqu'à l'ouverture des archives, et puis parallèlement, il y a une grande opération d'ingénierie sociale, de nettoyage prophylactique, et là, c'était des opérations secrètes qui en effet dont les instructions n'étaient envoyées par Staline et les membres du Politburo qu'à environ 200 personnes dans tout le pays. À peu près 100 responsables régionaux du parti et une centaine du NKVD, de la police politique. Donc très peu de gens savaient, et ces exécutions étaient le fait de professionnels. Et en ceci, la Grande Terreur se distingue assez fortement d'autres formes de répression d'avant, comme la découlakisation, c'est-à-dire la déportation de millions de paysans au moment de la collectivisation forcée, qui, elle, était faite au vu et au su de tout le monde, et où on faisait appel à des activistes paysans du même village qui participaient, etc. Tandis que là, c'était vraiment des opérations strictement policières, mais ceci dit, ça fait quand même plusieurs dizaines de milliers de membres du NKVD qui étaient engagés dans l'arrestation d'1,5 million de personnes en 16 mois. Alors, ceci étant dit, deuxième aspect du livre, on a les photos, on a aussi des très belles photos des lieux, des traces des lieux où se sont passés ces événements. Mais, on en a retrouvé certains, mais vous dites très très bien dans le livre que finalement, il y a encore aujourd'hui, au moment où nous parlons, toute une série de lieux dont on ignore où ils peuvent se trouver en réalité, c'est ça. Et d'autres qui ont été alors recouverts, c'était votre précédent livre un peu sur la route de Colima où vous en parliez très bien, qui ont été recouverts par les herbes, par d'autres usines, par d'autres des maisons. Mais même aujourd'hui encore, nous n'avons pas retrouvé, l'association mémoriale qui est dans le livre, on en parlera tout à l'heure aussi, n'a pas retrouvé tous les endroits, et peut-être qu'on ne la trouvera jamais d'ailleurs. Oui, parce que en gros, on se doute qu'il doit y avoir entre 300 et 400 grands charniers
charnier pour 750 000 personnes. On a retrouvé sur un peu moins de 100 lieux. Et ces lieux ont été découverts il y a très peu de temps. D'abord, aucun de ces lieux quasiment n'était connu avant la chute de l'URSS. Donc le secret a duré quand même très longtemps. Et en fait, ce sont des militants de l'association mémoriale ou de simples citoyens qui ont découvert ces lieux à partir du moment où les archives ont commencé à s'ouvrir, etc. Mais par exemple, même avant l'ouverture des archives, eh bien, tout à coup, voilà, dans la région de Tomsk, dans un ravin naturel qui ressemble d'ailleurs beaucoup, il y a une très belle photo et ça rappelle un peu aussi le ravin de Babi Yar, qui est aujourd'hui une décharge publique. Eh bien, des enfants en s'amusant ont découvert des os humains, des restes, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, soit à l'époque soviétique, on a enterré tout ça, la police a fait le secret, soit à l'époque post-soviétique, lorsque, on a commencé à connaître un peu la vérité sur ces choses, eh bien, on a commencé à faire des fouilles, et puis on s'est rendu compte que c'était des charniers. Moi-même, quand je suis allé à la Colima il y a 2 ans, j'ai fait ce voyage avec 2 responsables de Mémorial, et un des 2 responsables, Irina Fliguet, avait elle-même, à la suite de patientes recherches, découvert, par exemple, le grand charnier de Sandarmor, en Carélie, pas très loin de Saint-Pétersbourg, Leningrad, où elle avait donc retrouvé à peu près 230 fosses avec près de 10 000 victimes. Voilà, donc c'est au fond les patientes recherches d'enthousiastes de la mémoire et de militants qui ont permis l'exhumation, enfin de trouver en tout cas ces fosses communes. Oui. Alors c'est quand même, il y a une question qu'on se pose immédiatement. Alors toujours pareil, je sais que c'est très compliqué. On en parlera aussi quand on parlera aujourd'hui de la Russie d'aujourd'hui. Mais comment dire, est-ce que véritablement les populations ignoraient? Parce que c'est compliqué cette histoire-là. Vous le dites déjà dans votre précédent livre sur la route de la Colima. Dans le fond, le système concentrationnaire. Mais là, ce sont des exécutions. C'est une espèce de de combinat, si j'ose dire, où tout le monde est mélangé, à la fois ceux qui exécutent, ceux qui sont exécutés, si j'ose dire, et puis tous ceux qui sont au milieu, qui essayent de survivre. Et on a du mal à faire le départ entre ce qui est responsabilité personnelle, collective. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Quand on sort du livre, on se dit, dans le fond, est-ce que les gens pouvaient ignorer? Et apparemment, il semble qu'ils ignoraient quand même en partie, quoi. Ils ignoraient largement, bien sûr, mais c'est vrai que lorsqu'on a interrogé, mais bien plus tard, des gens, ils disaient, voilà, oui, en effet, dans on se doutait, il y avait des bruits de détonation, voilà, mais c'était des zones secrètes parce que d'habitude les exécutions avaient lieu souvent dans ce qu'on appelait des zones spéciales du NKVD, c'était des grands terrains d'exercice de tir ou bien des terrains à la périphérie des villes et c'était des zones entourées de palissades. Tout le monde savait que c'était une zone de la police politique du NKVD, mais à la fois on en avait peur, on était un peu curieux dans les villages environnants, on entendait des vilaines choses qui se passaient, mais on ne savait pas exactement quoi. Et donc, il y avait des rumeurs, mais on se taisait parce que c'était quand même un secret qu'il fallait pas trop éventer parce que ça pouvait vous attirer des ennuis. D'énormes ennuis. Bien, on va faire une petite pause, Nicolas Berthe. On continue cette passionnante émission avec Daniel Mille, Oblivion. Voilà, aujourd'hui avec Nicolas Berthe, spécialiste, historien de l'URSS, qui a participé avec d'autres à un ouvrage, encore une fois, absolument extraordinaire, qui effectivement, une fois qu'on l'a lu, laisse, on va dire, dans un abîme de perplexité et de douleur aussi, La Grande Terreur en URSS, 37-38. L'éditeur, c'est noir, sur blanc, à Nicolas Berthe, évidemment, il y a un très grand texte de vous au cœur de l'ouvrage qui s'appelle « Repenser la Grande Terreur ». Et je crois que maintenant, il faut qu'on explique à ceux qui nous écoutent, essayer de comprendre un peu
pourquoi cette société qui n'était pas... C'était pas la première fois qu'il y avait des purges, des massacres, etc. Mais là, on est dans quelque chose d'un peu particulier. La guerre civile, il y avait eu une terreur, bien sûr, les tchéquistes. On a eu la grande famine en Ukraine. Il y avait d'autres purges aussi. Mais là, on est dans quelque chose que vous appelez, dans ce texte, et vous le disiez tout à l'heure, ingénierie ou prophylaxie sociale, qui touche des gens complètement différents, puisqu'on trouve des soi-disant ex-coulacs, des gens qui ont eu le malheur d'avoir un père qui était pianiste, et puis des minorités nationales. Ça, c'est quand même stupéfiant. C'est-à-dire qu'il y a des minorités en Russie qui ont été pratiquement éradiquées. Et puis, l'Église orthodoxe russe qui pratiquement disparaît. On fait sauter des églises à la dynamite. Il y a une photo du Christ Sauveur à Moscou, je crois. Cette église, on fait sauter à la dynamite. Donc, pourquoi, en 1937, commence cet événement qui dure 15 mois et qui est presque unique dans l'histoire du monde, d'une certaine manière? Oui, c'est unique dans le sens où, comme je l'écris, c'est le plus grand massacre d'État organisé en temps de paix. 750 000 fusillés en 16 mois. Alors, pourquoi ce massacre ? Bon, la Grande Terreur, traditionnellement, on en avait, disons, la version telle que l'a exposée Khrouchtchev dans son discours secret au 20e congrès en 1956, c'est-à-dire, avant tout, une purge. Une purge des responsables politiques, économiques, militaires, au fond de la génération de Lénine, que Staline voulait éliminer pour mettre en place une nouvelle génération de gens qui lui seraient totalement dévoués, qui ne connaissaient rien du passé, des luttes entre Lénine et Staline et au fond de tout ce passé. Mais ça, ce n'est qu'une petite part de la réalité, de la vérité. C'était à peu près, bon, c'est quand même beaucoup, 60 000 fusillés sur les 750 000, quelques 8%, ce qui proportionnellement était relativement important par rapport à ces catégories relativement restreintes qui étaient les cadres du parti, de l'économie, etc. Mais l'essentiel des fusillés et des arrêtés, et ça on l'a appris uniquement après l'ouverture des archives, ce n'était pas cette phase publique et connue de tous, mais c'était la phase secrète, c'était une élimination programmée de tout ce que l'État considérait comme des éléments non fiables, des éléments appelés socialement nuisibles ou ethniquement dangereux. Mais il faut comprendre ceci, et on ne peut comprendre ceci que en se plaçant dans la perspective qui était celle de Staline en 1937, c'est qu'une guerre d'importance internationale va éclater très bientôt. On a déjà la guerre d'Espagne, on se prépare à la guerre, il se prépare à la guerre, et Staline a intégré la grande leçon au fond politique de Lénine, à savoir qu'une guerre, c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant pour tout régime politique, quel qu'il soit. La guerre de 14-18 a mis à bas le tsarisme, préparer la révolution, et Staline était effectivement persuadé que si on ne faisait pas un grand nettoyage de tous ceux qui, dans sa tête, pouvaient au moment d'une guerre être des éléments non fiables, c'est-à-dire les ex, ce qu'il appelait les ex-koulaks, c'est-à-dire au fond ceux qu'il avait déjà déportés et qui étaient là, qui étaient évidemment pas contents, qui étaient pas des grands partisans du régime, mais aussi les gens du passé, c'est-à-dire des fonctionnaires tsaristes, des membres de l'ancienne noblesse qui étaient encore en Russie, mais aussi les membres du clergé considéraient que c'était des éléments absolument pas fiables, mais aussi tous les anciens membres du Parti socialiste révolutionnaire et d'autres, et on pourrait multiplier ces catégories. C'était des gens qui étaient fichés par la police et de manière extrêmement brutale, cynique. À partir de juillet 1937, Staline et son commissaire du peuple à l'intérieur, Yezhov, qui prenait ses ordres de Staline évidemment, décide de faire une grande opération préventive d'élimination de ces éléments dits socialement nuisibles ou socialement ou ethniquement suspects, parce que justement une des choses en effet que l'on a trouvé à travers l'ouverture des archives, c'est que non seulement c'était sur une base sociale, on allait éliminer, mais également sur une base
ethnique, parce qu'un certain nombre de minorités de diaspora, comme les soviétiques d'origine polonaise, allemande, finlandaise, balte, en particulier roumaine aussi, voire grecque, étaient considérés comme des gens qui, en cas de guerre, seraient des éléments absolument suspects, et donc des nids de diversionnistes, d'espions, etc. Mais il y a bien quand même l'idée de, comment dire, si on suit cette logique complètement criminelle et terroriste, il y a bien cette idée de liquider tous les éléments qui peuvent empêcher l'émergence, alors je dirais, d'un autre pouvoir soviétique, d'un socialisme réussi. Vous dites qu'en 1935, le régime dit, ça y est, le socialisme, on l'a réussi, il est réalisé. Donc, il y a bien l'idée, dans le fond, d'éliminer physiquement les hommes en trop, comme dirait Hannah Arendt. Absolument, les hommes en trop, absolument. C'est exactement par catégorie, c'est exactement ça, d'éliminer des catégories. Et jamais à l'époque, on est quand même avant la Shoah, avant l'Holocauste, on est avant ces immenses violences du nazisme qui ont commencé véritablement sur une grande échelle à la fin de 1939 et surtout à partir de l'été 41. Eh bien, on peut dire qu'à ce moment-là, le NKVD et le régime stalinien avaient pris une sacrée avance puisque ils éliminent de sang-froid 750 000 personnes fusillées dans le plus grand secret. Alors, ce qui est assez extraordinaire, alors, c'est que j'allais dire, comment dire ça, ce qui est assez épouvantable, c'est que effectivement, il faut les trouver, ces victimes. Alors, Staline fixe d'abord, si j'ose dire, des quotas. Je m'en excuse, des quotas à tout le monde. C'est comme ça que ça il faut trouver les gens qui rentrent dans les quotas. Bon, alors on n'a pas d'informatique comme aujourd'hui, si j'ose dire, donc il faut trouver des listes. Je dirais qu'aujourd'hui, ce serait peut-être plus facile, si j'ose dire, pour les bourreaux. Alors d'abord, c'est compliqué. Et deuxièmement, il y a une émulation, entre bourreaux pour proposer à Staline des quotas en disant Staline, nous, on va plus loin, et il répond en signant, c'est dans le livre, en disant oui, allez-y, je vous couvre, camarades. On atteint quelque chose d'assez ahurissant. Oui, ça c'était un des aspects les plus passionnants, si on peut dire, pour les historiens, de reconstituer, parce qu'aujourd'hui on peut reconstituer ce mécanisme politique. Et en effet, alors les premiers chiffres, sur quoi se basent les premiers quotas qu'attribuent, c'est le nombre des gens fichés, parce que et donc il y a deux catégories totalement arbitraires. Les plus dangereux, c'est catégorie 1, peine de mort, ça s'appelait d'ailleurs première catégorie, et la catégorie 2, c'est 10 ans de camp. Donc en gros, ça a été moitié-moitié, 750 000 fusillés, 800 000 envoyés au goulag pour 10 ans. Mais après, si vous voulez, en effet, cette dynamique s'enclenche d'émulation de ces responsables régionaux qui eux-mêmes savent que s'ils traînent des pieds ou s'ils ne remplissent pas les quotas comme on remplirait un plan de production, ils seront à leur tour éliminés, car la terreur n'épargne personne. On n'est pas un bon bolchevique si on ne fait pas le travail, si on ne remplit pas le plan. Et donc, ils vont proposer, en effet, des nouveaux quotas, et donc on a cette sorte d'émulation, mais évidemment, Staline et Yezhov répondent toujours favorablement, et par un simple petit télégramme de quelques mots, ils disent par exemple « Je vous alloue un quota supplémentaire de 8 000 en catégorie 1 et de 4 000 en catégorie 2. » Ça veut dire 8 000 exécutions de plus. Voilà, et donc ainsi, les chiffres des premiers quotas ont été multipliés par 5 pour le nombre de fusillés et par 3 pour le nombre de gens internés en 10 ans en camp. Mais alors, ce qui est extraordinaire, alors, je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes, ce que vous venez de nous dire, à savoir le fait que les gens qui font les massacres sont eux-mêmes à leur tour éliminés. Ils sont quasiment tous, notamment les chefs, ils sont attrapés à un moment donné. Alors, comment l'expliquer? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas appliqué les quotas, ce qu'on a peine à croire, ou que plutôt il y a des règlements de compte politiques, si j'ose dire, et que finalement, on les accuse pas d'avoir... ils sont presque pas étonnés à leur tour d'être happés par la machine. C'est la révolution dévore ses propres enfants, comme on disait pendant la Révolution française. Et c'est assez étonnant, ce système. Oui, et c'est ce qui caractérise et ce qui rend compliqué, comme le dit très bien
le président de l'association Mémorial dans son article dans ce livre, Arseniy Reginski, sur la mémoire des meurtres du stalinisme, c'est qu'il dit justement il n'y a pas de limite claire entre le bourreau et la victime, puisque en effet, un très grand nombre des exécutants ont ensuite, à leur tour, été éliminés par le principe que un nouveau clan est arrivé au pouvoir au NKVD et il a éliminé tous les anciens, mais aussi pour faire disparaître au fond toutes les traces. Et ce qui est absolument terrifiant, c'est de penser que ces gens qui dirigeaient ces exécutions étaient au fond, on le sait d'après leurs témoignages, lorsqu'ils ont écrit au moment de la Grande Terreur, ils se disaient, nous on finira aussi au fond d'une fausse exécution. Ils n'ont pas l'air étonnés. Et ils ne sont d'après pas certains témoignages. Oui, absolument. Et parce que, il faut dire que sur le nombre total, ils ne sont pas tous été exécutés, mais c'est des milliers de responsables du NKVD qui vont tomber victimes de, au fond, des règlements de compte qui vont suivre la fin de la Grande Terreur lorsque Beria remplace Yezhov et une nouvelle équipe arrive et près de 2000 hauts responsables de la police politique sont à ce moment-là exécutés. Mais évidemment, un grand nombre d'entre eux ont aussi continué leur carrière et sont morts d'une mort naturelle dans les années 60, 70, voire 80. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on fait ces éliminations, notamment pour les bourreaux, on dit on restaure la légalité socialiste. Alors ça, c'est assez d'un cynisme, d'une hypocrisie extraordinaire. On dit oui, il y a eu des crimes, c'est vrai, et les nouveaux bourreaux qui s'installent disent des autres. Ils ont violé la légalité et à leur tour ils le violent et ils éliminent d'abord ceux qui auraient pu dire le contraire. C'est quand même assez kafkaïen, j'allais dire. Oui, et en fait c'est comme ça que marchait le système, c'est-à-dire au fond déjà un grand classique de l'analyse du stalinisme, comme quelqu'un comme Brzezinski, lorsqu'il a parlé de purge permanente, a montré justement que un des ressorts de ce système, c'est précisément une purge permanente. Donc, en effet, ce sont un roulement permanent donc de gens qui sont éliminés et au fond la purge est consubstantielle au fonctionnement du système. Personne n'est jamais à l'abri à aucun moment dans le livre. Tout ce qu'on lit, c'est que, notamment des témoignages de gens qui sont arrêtés, notamment des femmes qui parlent de leur mari qui a été arrêté. Ce qui est assez frappant, c'est que à chaque instant, on se dit ça peut vous arriver sans qu'on sache véritablement pourquoi. Oui. C'est ça qui est absolument, là aussi... Oui, parce que justement, c'est aussi une des particularités de cette répression, c'est qu'elle frappe des groupes cibles. Alors, il y a des groupes de risque plus ou moins grands. Si on est citoyen soviétique d'origine polonaise, on a à peu près 40 fois plus de chances de se faire happer que la moyenne. Mais néanmoins, même s'il y a des groupes cibles et des groupes à risque, la part du hasard est toujours là. La part du hasard est toujours là, et notamment lorsqu'il s'agit de remplir des quotas. On raflait des gens sur les marchés, à la sortie des gares, oui, absolument, dans tous ces lieux où il y a beaucoup de passages et on se dit il doit y avoir pas mal de marginaux. Il suffisait de ne pas avoir, par exemple, sur soi son passeport, ou bien tout simplement aussi si on était par hasard en prison, même pour un petit délit en été 1937 ou en été 38, on avait de fortes chances, on était là sous la main pour être accusé d'avoir commis un crime contre-révolutionnaire et d'être happé par la machine. Et des enfants, avant qu'on fasse une deuxième pause, vous le racontiez dans votre premier livre sur la Grande Terreur, il y a 4 ans, des enfants aussi arrêtés dans les gares, qui avaient fui, des kolkhozes, des sovkhozes, et qui se trouvaient là, qui vivaient un peu comme ça, et qui étaient raflés, exécutés. Voilà, parce qu'il n'y avait pas d'âge pour ça. D'ailleurs, on voit dans ce livre que le plus jeune a à peu près 15 ans au moment donc où il va être exécuté. Aussi un marginal des rues, un enfant. C'est ça, voilà.
Une deuxième petite pause, Nicolas Werth, chant d'honneur, Michel Portal. Aujourd'hui, Nicolas Werth, spécialiste de l'URSS, historien, qui a participé à une œuvre absolument monumentale. Je veux dire, c'est une œuvre de mémoire, c'est une œuvre d'amour aussi, de dénonciation, parce que sur un phénomène qu'on essaye de comprendre et de décrire, qui est la grande terreur de masse en URSS en 37-38, ça a duré 15 mois, on le disait tout à l'heure. Nicolas Werth, pour la fin de cette émission, il y a toute cette question qui est très compliquée, qui est très difficile. On le voit pour un certain nombre de peuples qui ont été littéralement labourés par des événements de ce type. C'est le rapport qu'ils peuvent avoir avec ces événements aujourd'hui. Et dans ce livre, vous en parlez, le président de l'association Mémorial en parle, d'autres en parlent. Il y a aussi des superbes photos à la fin de gens qui ont eu un père, une mère, un cousin, enfin, happés par ce système, qui parfois l'ont retrouvé, enfin si j'ose dire, parfois pas retrouvé, enfin c'est très compliqué. Quel est le rapport de la société russe dans un texte qui est fait au début sur la mémoire de ces événements? On nous explique que dans le fond, d'une certaine manière, la société russe a du mal encore aujourd'hui, notamment au plus haut niveau politique, à faire mémoire de cette question-là. Moi, je pose cette question qui est compliquée parce que d'autres pays comme les Allemands, avec ce qui s'est passé chez eux, ont fait dans le fond ce travail. Et voilà. Alors que là, on a l'impression qu'il a été fait très mal à moitié et surtout qu'il a été privatisé. Ce sont des groupes, ce sont des gens, mais l'État semble sur cette question, enfin en tout cas, pas vraiment au point. Oui, le contraste est très grand entre les années 2000-2010 et le début des années 90 et encore plus avec les années de la perestroïka, car pendant un très court moment, je dirais entre peut-être 1987-88 et 1993-14, on a parlé de tout ça dans les médias au moment de la perestroïka. Et on en a tellement même parlé que lorsque cette période s'est terminée par la chute de l'URSS, la disparition de cet empire soviétique bâti par Staline, par Lénine et surtout par Staline, finalement ça a été un tel traumatisme pour cette société que de perdre au fond une partie de son identité impériale de superpuissance, que, au fond, je pense non seulement les autorités, c'est-à-dire en gros, c'était le président Yeltsin, mais encore lui, il avait été plutôt favorable à une certaine ouverture et à ce qu'on parle de tout ça. Mais évidemment, quand Poutine est arrivé au pouvoir, les choses ont beaucoup changé. Mais la société aussi n'a plus voulu mettre l'accent, au fond, sur la face sombre de l'expérience soviétique. C'était tellement traumatisant. Et il faut aussi voir qu'il y a eu une grande humiliation. Les Russes et on peut dire les ex-soviétiques, après la chute de l'URSS, ont ressenti une sorte d'humiliation par rapport à l'Occident, d'avoir été au fond les grands perdants de la guerre froide. Et donc, à partir de ce moment-là, le pouvoir, mais la société, une grande partie de la société a suivi, a voulu réhabiliter, disons, et montrer l'aspect positif de l'expérience soviétique, avant tout la victoire dans la Grande Guerre patriotique, la Seconde Guerre mondiale, les réalisations de prestige, la conquête du cosmos, l'industrialisation accélérée. Et tout ce qui était la face sombre a été systématiquement remis, on peut dire, sous le boisseau, et on n'en a plus beaucoup parlé, voire de moins en moins. Est-ce que c'est pas lié aussi, dans le livre on trouve aussi des analyses de ce type, moi qui m'ont semblé passionnantes. Bon, c'est difficile à dire, on va pas critiquer la Russie en tant que telle, mais est-ce que c'est pas lié à une certaine conception russe du pouvoir depuis très longtemps, dans le fond? Finalement, qu'on soit occidentaliste ou pas, qu'on soit le tsar, ou qu'on soit Lénine ou Staline, on a une conception du pouvoir qui n'a pas grand-chose à voir avec une conception occidentale classique, dans le fond, finalement. Oui, la première place n'est pas à l'individu. Voilà, c'est ça. La première place, enfin, disons, la priorité est donnée à l'État
à la construction étatique, à la verticale du pouvoir, comme dirait aujourd'hui Poutine, la valeur de l'individu, de la vie humaine individuelle, toute une série de valeurs héritées des Lumières, du XVIIIe siècle, de la lutte contre l'oppression, la valorisation donc de l'individu, des valeurs dominantes au fond de la liberté, l'égalité, la fraternité, et surtout la place première de l'individu. Tout ceci évidemment n'est pas dans la tradition historique, ni de la Russie, ni de l'Union soviétique. Pourtant, il y a des philosophes français, vous parlez des Lumières, qui sont allés en Russie à l'époque des tsars, qui avaient une espèce de regard. Bien sûr. Il y avait des échanges beaucoup plus qu'on croit, d'ailleurs. Oui, mais c'était le despotisme, le temps du despotisme éclairé, absolument. Oui. Mais bon, on ne peut pas dire que Catherine II, qui a aggravé considérablement au fond la pesanteur du servage. Nicolas Ier, il ne faut jamais oublier que le servage n'a été aboli en Russie qu'en 1861. Ça donne, je pense, une idée aussi de cette situation très particulière. Alors il y a aussi autre chose qui est dit dans le livre. Je voudrais qu'on dise un petit mot là-dessus. C'est la télévision, les médias, parce que les grands médias, de communication. Et alors il y a une chose qui m'a sidéré vraiment au début du livre, c'est que les médias, en quelque sorte, maintenant font tirent une sorte de trait d'égalité entre, les productions pro-staliniennes ou kitsch ou glamour stalinien, comme dit je ne sais plus quel auteur dans le livre, et puis les productions qui ne le sont pas. Et dans le fond, il dit, il y a un auteur, je crois que c'est le président de Mémorial qui dit ça, qui est historien, qui dit dans le fond, on prend la télévision, soviétique, russe, et dans le fond, on peut voir une mise en scène d'un texte Solzhenitsyn, Chalamov. On voit aussi tout un tas de téléfilms, de films plutôt pro-stalinien, et dans le fond, Chalamov et Solzhenitsyn sont plutôt un peu chassés par un pro-stalinisme, gentil, modéré en quelque sorte, repeint en couleurs patriotiques finalement. Oui, je sais pas si c'est ce qu'il dit. Oui, mais tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, il y a eu un sondage très récent du meilleur centre d'analyse de l'opinion publique, qui est le centre Levada-Vtseom, et qui dit qu'au fond, qui montre que il y a 10% de staliniens, durs et purs en Russie aujourd'hui, 10% d'anti-staliniens, et une grande majorité sont des gens qui se partagent entre, Staline était plutôt positif ou plutôt négatif, mais malgré tout, sur ces 80% restants, 50% pense que Staline était plutôt un personnage plus positif que négatif, et seulement 30% qui était plus négatif que positif. Voilà, donc ça montre une idée assez nuancée de la situation aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'on glorifie Staline, mais au fond, il y a cette double mémoire, la face glorieuse, et la Grande Guerre, etc., les réalisations, l'Empire, la superpuissance, et la phase négative, mais l'accent est mis nettement dans les consciences et aussi dans la politique officielle sur l'aspect plutôt positif que plutôt négatif. Justement, est-ce que c'est pas la Grande Guerre? On peut terminer là-dessus, il nous reste quelques minutes. Est-ce que c'est pas... Alors, c'est un sujet extrêmement délicat, explosif, j'en doute bien. Mais comment dire, pour le formuler sans que ça soit ambigu, est-ce que la Grande Guerre qui a fait que Staline était dans le camp des vainqueurs, y en a un qui le dit dans le livre aussi, n'a pas poussé à cette chose assez étrange que dans le fond, on a mis un peu de côté ces crimes-là, en disant, comme étant dans le camp des vainqueurs et qu'on a vaincu, ce qui était le grand péril de l'époque, le nazisme, dans le fond, ces crimes sont des crimes presque de second rang. J'exagère un peu, mais c'est un problème pour les historiens, parce que c'est vrai que évidemment, on va pas faire une évaluation des crimes et faire en dire celui-là le meilleur que l'autre, c'est pas ça. Mais quelque part, on se demande s'il n'y a pas ça qui barre l'accès à une mémoire apaisée, y compris en Occident, parce qu'en Occident, je pense que c'est un peu la même chose. Oui, tout à fait. De toute façon, c'est très clair. Plein d'auteurs
Russes, des grands écrivains l'ont dit, au fond, 1945 efface la mémoire de 1937, Voilà, c'est très clair. c'est ça. Bon, ça c'est clair. Y compris le pacte germano-soviétique, Y d'ailleurs. compris le pacte germano-soviétique, bon, bien sûr. Mais plus globalement, comme le dit très bien Arseny Ragins, qui est le président de Mémorial, il explique bien que dans la conscience européenne, la place du grand crime, du crime le plus monstrueux, la première place est déjà prise, c'est clair pour tout le monde. Voilà, c'est la place du nazisme. Alors, quelle place reste-t-il pour les crimes du stalinisme? Certainement la seconde place. Et évidemment, dans cette seconde place, eh bien, les choses sont beaucoup plus complexes parce que ça a pris des formes extrêmement diverses. Il y a eu, bien sûr, cette terrible exécution de masse, mais il y a eu aussi les déportations, le travail forcé du goulag, etc. Et donc, également, au fond, la frontière est très poreuse entre les victimes et les bourreaux. C'est une violence faite contre son propre peuple, ce qui est beaucoup plus difficile à penser, comme dit Raginsky, pour les Baltes. Pour les Polonais, c'est beaucoup plus clair, puisque c'est toujours un étranger, un peuple étranger, soit allemand, soit soviétique, qui impose cette violence. Lorsque c'est une violence qui se déchaîne à l'intérieur d'une même communauté nationale, les uns contre les autres, voilà, c'est beaucoup plus compliqué, même si, évidemment, le régime porte une responsabilité écrasante, mais c'est une violence dirigée, comme je l'ai écrit, c'est un État contre son propre peuple. Et c'est beaucoup plus compliqué à penser, à, au fond, réfléchir sur cette question qu'une violence comme la violence nazie qui s'est avant tout, pas exclusivement, mais avant tout portée contre, en dehors de l'Allemagne, contre les peuples conquis, et notamment, évidemment, contre les Juifs d'Europe, mais pas uniquement. Mais on est donc dans une configuration historique, disons, beaucoup plus simple d'un certain côté. Est-ce qu'on ne peut pas, il nous reste 2 minutes, bon, ça serait tout un débat, est-ce qu'à la limite, quand on sort du livre, on se dit, il y a une comparaison qu'on peut faire, me semble-t-il, je m'avance peut-être, avec les Khmers rouges, parce que dans le fond, il faut que les Russes puissent vivre avec ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, les générations, effectivement, disparaissent. Bon, il va y avoir malheureusement un travail générationnel, si j'ose dire, mais c'est pareil pour le Cambodge, où dans le fond, les gens aujourd'hui sont dans le même village, il y a le bourreau, il y a les parents de la victime, et d'une certaine façon, tout ça est mêlé, si j'ose dire. Alors là, il y a le tribunal pénal international, bon, il y a des procès, bon, mais manifestement, vu ce qui s'est passé en quelques mois, on est dans quelque chose qui ressemble un peu, me semble-t-il. Oui, un petit peu, absolument, bien sûr. Et évidemment, là, les choses sont extrêmement complexes et également extrêmement complexes au Rwanda, lorsque, bien sûr, mais en Russie, au fond, on peut dire que le travail de mémoire n'a pas été fait, et plus le temps passe, il faut savoir qu'il n'y a jamais eu de procès également mené contre les bourreaux, contre les gens du NKVD, contre, au fond, tous ceux qui avaient participé à ces massacres de masse. Et plus le temps passe, plus tout ceci est enfoui. Et on voit que ceux qui témoignent sont des gens, au fond, qui ont plus de 80 ans. Et leurs enfants, finalement, malheureusement, savent quand même très peu de cette histoire qui s'éloigne petit à petit. Merci Nicolas Werth pour cette belle réflexion. Je rappelle le titre du livre, c'est à lire. C'est vraiment un texte extraordinaire. Il est, encore une fois, c'est malheureux d'avoir à dire ça, mais il est très beau comme objet, esthétique si j'ose dire. Ça a été publié aux éditions Noir sur Blanc. Ça s'appelle La Grande Terreur en URSS 1937-1938. Merci à tous. À très bientôt sur notre antenne.